politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, du 9 juin au 21 juillet, donc bonjour. Il y aura 48 réunions donc avec les partenaires sociaux pour les fameuses lois d'habilitation et projets concernant la loi travail. Tout ça va passer, comme explique Guillaume Tabar, parce qu'il y a actuellement un état de grâce. Donc comment vous expliquez qu'on soit passé des protestations El Khomri à une acceptation aujourd'hui ? Attendez, on va voir ce qui se passe. Je trouve ça très bien que depuis quelques jours, la presse, Le Parisien, Libération aujourd'hui, en dit plus que hier les effets d'annonce assez minimalistes, si je puis dire, du Premier ministre. Car tout de même, si on écoute ce qu'a dit hier le Premier ministre, il a déminé à la veille d'élection en disant attention, on va concerter, il a voulu donner un profil. La concertation est une réalité. Mais pourquoi pas concerter ? Mais sitôt que la presse fait son travail, enfin je veux dire, on a des documents qui arrivent qui, eux, je ne crois pas qu'il y ait une adhésion des Français pour faciliter les licenciements, ouvrir la possibilité que dans les entreprises, les salariés voient leurs heures supplémentaires baisser, qui veut dire que les salaires pourraient baisser, de fixer des barèmes pour des licenciements qui amènent... Vous avez dit pourrait. Donc non, c'est inconditionnel. Mais j'entends bien. Des négociations par entreprise, c'est pas vous. Oui. Vous prenez tout de suite l'hypothèse que ça va baisser, mais le contraire est aussi possible. Mais le projet est là. Mais bien entendu il y aura une résistance. La question que vous me posez, c'est est-ce qu'il y a une adhésion à ça de la part des Français ? Je ne suis pas persuadé. C'est mon analyse, mais je ne suis pas persuadé qu'il y a une majorité dans ce pays pour dire on veut la loi El Khomri plus. Guillaume Tabar a bien dit les choses. Il profite d'un moment très classique en 5e République où un président vient d'être élu. Les gens se disent après tout, laissons-le travailler. Tout de même, les études d'opinion démontrent qu'il n'est pas le président le plus populaire sitôt élu, ça c'est déjà arrivé, mais quand on va rentrer dans le dur, très concrètement, moi quand je discute avec les gens, ils vous expliquent quand même que localement, leurs conditions de travail, la précarité, ils ne veulent pas d'ubérisation de la société. L'ubérisation, c'est le modèle Uber appliqué pour tous, je licencie facilement, etc. Parce qu'ils voient bien que d'ores et déjà, c'est un quotidien qu'ils vivent, et c'est pas ça qu'ils veulent. Mais alors comment vous expliquez que les gens veulent voter massivement pour En Marche ? Parce que tout ça, c'est parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, et après tout, pourquoi pas, j'y ai travaillé aussi, c'est que le vieux monde est en train de s'effondrer, politique j'entends, à l'occasion des élections. Donc le Parti Socialiste est en mille morceaux, la droite elle-même est fracassée, et En Marche pour l'instant joue un rôle aussi contradictoire, en vérité de continuité de ce vieux monde avec de nouveaux habits, mais apparaît pour certains comme une forme de dégageons la vieille classe politique. C'est là où, selon moi, c'est une analyse, que les supporters d'En Marche ne le prennent pas mal, mais il y a une forme un petit peu d'entourloupe, c'est-à-dire qu'on fait croire que on va faire émerger une nouvelle génération, mais quand on regarde les ministres, tout de même, Bruno Le Maire n'est pas exactement à Bercy un homme qui fait partie du renouvellement, Monsieur Gérard Collomb non plus, etc. Bon, alors c'est vrai qu'il y a en même temps beaucoup de candidats prétendument société civile, mais quand on regarde dans le détail, où beaucoup de lobbyistes se retrouvent là, qui sont des candidats d'En Marche. Et il y a une vieille classe politique qui dégage. Mais alors, ça peut séduire des gens, mais je les invite à regarder dans le détail qui sont vraiment ces soi-disant candidats de la société civile, qui sont souvent des gens... Mais vous, de votre côté à Montreuil, le dégagisme peut fonctionner aussi. Hein. Exactement, c'est le porte-parole du Parti Socialiste. Mélenchon, ça peut être la même chose à Marseille. Hein. Mais on verra, oui, mais enfin, le dégagisme de ceux... Non, mais j'entends bien, mais vous avez raison. Pancarte En Marche, dehors les autres. On verra, mais tout de même, il y a un peu un fond politique dans ce dégagisme. C'est dehors ceux qui ont exercé des responsabilités durant les 2 derniers quinquennats. Je ne crois pas, à moins que je l'ai oublié, que j'étais ministre ou Premier ministre ou je sais pas quoi. J'étais même pas élu. Je ne suis pas élu d'ailleurs. C'est ce qui fait ma caractéristique par rapport à tous mes concurrents dans la circonscription où je me présente. Même si je sais que j'ai pas le droit d'en dire plus, mais en l'occurrence, un de mes adversaires est le porte-parole du Parti Socialiste. C'est ça, nous rappelons. Oui, je sais bien. C'est compliqué de parler de chacune des circonscriptions, sinon on est obligé de donner l'équivalent. Oui. Et je souhaite bon courage à tous mes concurrents. Tiens, d'ailleurs, au passage. Voilà, question. Elle est directe, un peu provocante. Est-ce qu'il n'est pas un peu bipolaire, Mélenchon ? Je ne parle pas évidemment de l'aspect médical. Mais d'un côté, il y a pudeur de gazelle, il fait rire les gens, il donne un discours articulé, même si sur le plan économique, il est assez délirant. Et de l'autre côté, tout d'un coup, il attaque violemment Bernard Cazeneuve, d'ailleurs chez vous, en disant en gros, c'est une sorte de bedeau assassin. Je mets de côté toutes les gentillesses que vous avez dit à son sujet. Bon, passons. Il est de bon ton, le Mélenchon bashing, d'en dire. J'ai même vu un journaliste que je respecte, Jean-François Kahn, expliquer, le comparer à Jacques Doriot, qui était un fasciste, au bout d'un moment, tout le monde, pour taper sur Mélenchon, tout est bon. Est ce ressort bizarre. Attendez, 2 secondes, parce que j'aimerais que, je vais aller vite, non pas que, vous savez, je réponds à tout, mais le sujet que je veux porter dans cette élection, c'est la loi travail, d'accord? C'est, est-ce qu'on est pour la suppression de 125 000 postes de fonctionnaires? C'est ça qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous voulons mettre au cœur de cette élection. Je crois qu'on en a parlé avant. J'entends bien, mais je le dis parce que il y a eu beaucoup de, mais après. Alors maintenant, le mystère Mélenchon. Attendez, pardon. Oui, monsieur Cazeneuve,
a considéré que nous avions manqué à la République, c'est ces mots, ce qui était blessant pour un homme comme moi, comme Jean-Luc Mélenchon et tous les gens engagés, parce que notamment il nous a même accusé d'être en quelque sorte un peu conciliant vis-à-vis de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu à l'occasion d'un meeting, d'accord, en expliquant notamment en revenant que monsieur Cazeneuve devrait être un petit peu plus modeste, et notamment quand il était ministre de l'Intérieur, pour des hommes comme nous, des républicains attachés au droit de manifester, il y a eu notamment le drame de l'affaire de Sivens. Voilà, Jean-Luc, avec son langage d'orateur, tout de même, on peut comprendre que c'est pas la même chose quand on est assis tranquillement derrière un micro et quand on est sur une tribune. Il l'a dit vertement pour répondre en quelque sorte à monsieur Cazeneuve. Très bien. Je vais vous dire les choses, on a même fait une conférence de presse là-dessus. Mais il n'y a pas tort. On a modifié le mot, nous parlons d'homicide, etc. Il y a eu des mots qui doivent être un peu rectifiés. Une fois qu'on a dit ça, de grâce, même si je réponds toujours à plaisir à votre micro, c'est pas le sujet. L'élection législative, c'est pas la polémique Mélenchon-Cazeneuve, ça n'intéresse pas grand monde, même si nous répondons. Moi, je propose d'ailleurs à monsieur Cazeneuve d'en rester là et de pas judiciariser tout ce qui est de la controverse politique. S'il faut judiciariser, on ira parler, il n'y a aucun problème. Et on ira expliquer pourquoi je considère, moi, et là je vous dis, comme ministre de l'Intérieur et responsable de la sécurité dans une manifestation. J'ai 48 ans, j'ai commencé à militer en novembre et décembre 86 contre un projet de loi qui s'appelait Devaquet, vous avez connu ça. Un jeune homme s'appelait Malik Oussekine, mort sous les coups de la police, et tous, nous avions dit à l'époque, Pasqua démission, Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur, et ça ne choquait personne. Mais nous avions tenu collectivement, responsable monsieur Pasqua, qui de ses mains n'avait rien fait contre Malik Oussekine, mais comme responsable des forces de l'ordre. C'était l'attaque de militants de gauche, vous l'étiez, contre un ministre de l'Intérieur de droite. Là, c'est quand même la même famille, non pas politique, puisque la France Insoumise et le Parti Socialiste, c'est pas exactement la même chose, mais en même temps, mais monsieur Durand, allez le dire à Cazeneuve quand il ose dire que nous sommes complaisants face à l'extrême droite. C'est ça il l'a dit à cause de deuxième tour. Non, oui, mais enfin, moi j'ai répété à ce micro, Jean-Luc Auchy, pas une voix pour le Front National. C'est complaisant avec l'extrême droite, ça? Non, mais il y a une attitude bizarre qui consistait à faire croire aux gens que peut-être ils pourraient récupérer. D'ailleurs, il y a un excellent livre de Pascal Perrineau qui vient de sortir, qui montre qu'il y a un flux tendu totalement réel entre justement la gauche et l'extrême droite. C'est-à-dire que les électeurs de gauche qui votent pour le Front National. Donc on pouvait penser à écouter Mélenchon. Non, attendez. On pouvait penser, en écoutant Mélenchon, qu'il y avait des arrière-pensées politiques, c'est-à-dire dire à des gens du Front National, votez pour moi. Mais on était au second tour, il n'y avait plus de vote. Qu'il y ait des gens du Front National qui aient voté pour nous, j'en suis honoré. Moi, j'ai fait campagne, porte à porte, et il m'arrive parfois que je suis face à un électeur du FN, je lui crache pas au visage, je discute avec lui. Et je lui dis, franchement, c'est pas l'étranger le responsable. Et quand, à la fin de la discussion, le monsieur me dit, ou en l'occurrence, j'ai en référence une discussion, je vais voter pour Mélenchon, je suis très fier, parce que ça fait reculer l'extrême droite. Sinon, le reste, c'est du baratin mondain. On peut, dans le 16e arrondissement, sur un plateau télé, dire, ah bah, l'extrême droite, et puis après, on est payé 5 à 6 fois le SMIC, et on en a rien à fiche du fait que les gens soient licenciés. Ce baratinage mondain m'insupporte. Donc moi, effectivement, il y a des chiffres qui montrent que des gens qui avant voté FN ont voté Mélenchon. Mais bravo! Monsieur Cazeneuve devrait applaudir. Qu'est-ce qu'il propose pour lutter contre l'extrême droite? Mettre les électeurs FN en prison? Absurde. Il y a des Français qui pensent que leur colère s'exprime à travers l'extrême droite. Je ne suis pas d'accord, mais je veux discuter politique avec eux. Je parle pas de l'état-major frontiste. Donc en quoi ça, qui peut être une discussion, monsieur Cazeneuve doit le dire qu'on serait complaisant. Mais toute notre vie est contre l'extrême droite. Moi, j'ai pas proposé la déchéance de nationalité. C'était dans le programme du FN. Monsieur Cazeneuve l'a défendu. Vous voyez ce que je veux dire? Quel bilan il tire, monsieur Cazeneuve, d'avoir fait passer madame Le Pen, qui faisait 17% en 2012, elle est au second tour après qu'il soit Premier ministre. Il n'a pas une petite responsabilité, sans doute plus qu'Alexis Corbière ou Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon... Vous êtes touché quand même. Et bien sûr. Parce que Guillaume, je vais vous dire une chose, c'est toute ma vie. Moi, j'ai rédigé 3 ouvrages contre le Front National. On peut discuter de cette affaire. Mais me faire traiter, quand je dis me ou Jean-Luc, comme complaisant avec l'extrême droite, c'est blessant. Et accepter l'idée, parce que Jean-Luc est un méditerranéen comme moi, que dans un meeting, quand on l'attaque, là-dessus, il riposte. Alors après, on peut dire, c'est pour ça que Jean-Luc a des mots un peu piquants. Mélenchon me répond, bah oui, ami, mais t'as vu ce que t'as fait? Faut mesurer tes propos. Oui, mais voilà. Si je vous pose cette question, honnêtement, la législative qui vient, c'est pour ou contre le code du travail que prévoit M. Macron. Si vous votez France Insoumise, vous aurez des députés qui s'opposeront. Et s'ils sont majoritaires, ce sera une autre politique pendant 5 ans. C'est ça qui est important. Si je vous pose cette question, c'est que Jean-Luc Mélenchon a raté de très peu la barre du deuxième tour. D'où d'ailleurs une certaine forme, peut-être, je ne sais pas, d'amertume, de réflexion. On cherchera les mots une autre fois concernant son attitude dans les jours qui ont suivi. Mais là, on est dans un contexte qui est celui des législatives où vous risquez de vous retrouver avec une présence à l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne chose, mais une présence qui est quand même totalement disproportionnée par rapport au score que vous avez fait au premier tour de la présidentielle. Moi, j'ai pas d'autre méthode que je me bats. Voilà.
jusqu'au bout. Et on verra ensemble, le 18 juin, ce qu'on aura réussi. Nous avons 0 député à l'heure actuelle. Je souhaite qu'on en ait le plus possible. Entre 0 et le chiffre qu'on aura, il y aura toujours une progression. Nous partons de rien. Nous sommes une force politique neuve. Nous n'avons aucune liaison avec le vieux monde. Voilà ce qu'on fait. On a un cœur gros comme ça, plein d'espoir en disant aux Français, voilà, aidez-nous à faire émerger cette nouvelle force politique. Dans le jeu de la 5e, vous le dites vous-même, l'élection présidentielle. Après, pourquoi il y a un recul? C'est que beaucoup de gens vont s'abstenir. Je le vois, moi, quand je discute avec les gens. Il y a des gens, vous savez, et je les méprise pas. Ils comprennent pas l'enjeu des législatives. Ils disent Macron a gagné, c'est dommage, j'ai voté Mélenchon, on a perdu. Il faut leur réexpliquer l'enjeu qu'il y a à aller voter. Mais il n'y a pas des arguments, pardonnez-moi, mais il n'y a pas des arguments rationnels. Les 273 milliards de dépenses peu financées, l'affaire du Venezuela qui lui est quand même tombée dans la... Non mais je ne veux pas reprendre tout ça, bien, mais qui lui sont quand même tombés dans la figure, parce que cette espèce de soutien un peu irrationnel à des pays pour lesquels l'aspect démocratique est quand même extraordinairement contestable, tout ça, ça a joué contre lui, vous le savez. Guillaume Durand, c'est une bataille politique. Guillaume Durand, vous invitez... Même les journaux de gauche, vous invitez des gens à ce micro, du gouvernement actuel ou de droite, qui vendent des armes au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Vous leur dites c'est irrationnel, Ah, bah, très bien. J'ai pas eu l'impression, pardon, je devais pas être là pendant la campagne présidentielle, qu'il y a eu une campagne pour dire à ce que les différents gouvernements, les amitiés avec le Qatar et l'Arabie Saoudite sont scandaleux. Quand nous disons, par rapport à certains pays d'Amérique latine où on a fait reculer la pauvreté et l'analphabétisme, immédiatement on se voit rhabillé, et je vous l'ai déjà dit à ce micro, donc je répète, Cuba n'est pas mon modèle, et je suis un républicain, je suis pour des élections, et rien ne peut se faire, surtout en France, j'ai envie de dire, telle tradition démocratique, mais on est quand même notamment un continent où la mainmise... Mais ça lui a fait mal. Non, mais la preuve, c'est que malgré toute cette campagne, on fait 19,5%, 7 millions de voix, qui est un score magnifique. Après, moi, comme Jean-Luc et tous mes amis, on n'est pas de bois. Quand à quelques milliers de voix... Une dernière question, déjà arrive au terme. À un moment, pendant les débats, on a l'impression qu'il y avait une sorte de... les mots après ont été violents, mais de mini-complicité entre Macron et Mélenchon. Pourquoi avoir fait exploser tout ça? Là, vous évoquez... Le débat à 11, par exemple. Il y a des moments, on a l'impression que, par-delà les conversations qui concernaient tous les candidats, il y avait une sorte de... Au fond, au nom, justement, du dégagisme, au nom du vieux monde, mais il y avait une sorte de complicité entre les deux. Moi, je crois que c'est plutôt... Moi, je crois que c'est plutôt de la part de M. Macron. Il y avait un regard, je me souviens, parce que j'étais derrière Jean-Luc Mélenchon, où il appréciait le propos de Mélenchon. Et puis Jean-Luc aussi a dû sans doute considérer que c'était un homme qui était habile dans l'échange. Mais... Comment dire, respecter les gens, c'est aussi marquer les désaccords. Je vous respecte, Guillaume Durand, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais j'espère que nos échanges sont fructueux dans le sens où, et voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire, il n'y a jamais eu de... Et quand Nicolas Sarkozy est dans le Canard enchaîné, propos évidemment qu'il faut prendre avec des pincettes, non pas parce que c'est le Canard, mais parce que ce sont des propos rapportés, finalement, Macron, c'est moi en beaucoup plus fort... Parce qu'il y a quand même cette question qui est posée à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est la performance en un an d'un type qui vient de nulle part, ce qui n'est pas le cas de Mélenchon, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de militants politiques aujourd'hui. Donc il y a quand même quelque chose, c'est pas de la flagornerie de ma part, d'observateur qui est quand même très particulier. Ah ouais. Non, mais il a fait en un an ce que personne n'a fait depuis Général de Gaulle. Je suis d'accord, mais ça correspond au moment. Il a compris le moment politique, il a lui-même participé. Moi j'ai été un des premiers avec Mélenchon à parler de dégagisme, il a compris qu'il fallait détruire le vieux monde pour que les choses restent en l'état. En même temps, ce que je dis, moi, là, je propose que dans 6 mois, je pense que son impopularité sera sans doute plus forte que François Hollande. Parce que ce qui le porte au plus haut, en vérité, à savoir la volonté d'un grand changement, ça n'est pas la politique qui va mettre en œuvre. Voilà ce que je vois à travers ces projets et à travers même le personnel politique qui le représente. Donc on va voir. Soit je me trompe et il y aura pendant 5 ans le triomphe d'Emmanuel Macron. Je n'y crois pas. Le peuple français est exigeant, il a une soif de justice et d'égalité et ça n'est pas ce que propose M. Macron qui ressemble beaucoup aux vieilles thèses libérales que plus on précarise la société, plus ça crée du boulot. C'est tout l'inverse. Merci beaucoup. Donc Alexis Corbière était l'invité politique de la matinale ce matin. Nous allons retrouver Michel Groscior et la revue de presse que vous attendez, puis les éditorialistes qui s'exprimeront donc sur cette antenne. Bonne journée à vous et bonne campagne. Merci beaucoup.